Cette vidéo va parler d'un document de la NASA, décrivant la descente du module lunaire sur la Lune. Un lien vers ce document est fourni dans la description de la vidéo. Ceci est un schéma inclus dans ce document, lequel montre comment le module lunaire rejoint une orbite depuis laquelle il commence la descente motorisée. En fait, le module lunaire ne commence pas la descente motorisée depuis l'orbite du module de commande, car cette orbite est trop éloignée de la surface lunaire. Il rejoint d'abord une orbite plus rapprochée. Comment rejoint-il cette orbite? Il la rejoint en suivant une orbite naturelle, mais cette orbite, au lieu d'être à une distance constante de la surface lunaire, en est à une distance variable. À une extrémité, elle touche l'orbite du module de commande, et, à l'autre extrémité, elle touche une orbite plus rapprochée de la surface lunaire, depuis laquelle il commencera la descente motorisée. Alors, comment se place-t-il sur cette orbite, appelée transfert d'Hohmann? Car c'est une orbite qui permet d'aller d'une orbite circulaire à une autre orbite circulaire, qui est à une distance différente de la surface lunaire. Il le fait en changeant sa vitesse orbitale de sorte qu'elle corresponde avec la vitesse orbitale de l'orbite de transfert au point de contact avec l'orbite du module de commande. La vitesse orbitale de l'orbite du module de commande et la vitesse orbitale de l'orbite de transfert peuvent être calculées par la loi de Kepler. Selon le document, la vitesse de l'orbite de transfert est plus basse de 75 pieds par seconde que la vitesse orbitale de l'orbite du module de commande au point de contact, et c'est correct. Cela signifie que le module lunaire doit réduire sa vitesse orbitale de 75 pieds par seconde pour se placer sur l'orbite de transfert. Lorsque le module lunaire atteint l'orbite rapprochée, il doit y avoir une nouvelle manœuvre pour placer le module lunaire sur l'orbite rapprochée. Vous pourriez penser que cette manœuvre consiste à augmenter la vitesse orbitale puisqu'elle a été décrue au départ, mais pas du tout, car la vitesse orbitale du module lunaire augmente le long de l'orbite de transfert alors qu'il descend sur la Lune, et il doit à nouveau décroître sa vitesse orbitale de la même valeur pour se placer sur l'orbite rapprochée lorsqu'il l'a atteinte. La diminution de vitesse se fait en 3 étapes selon le document. 1. Une première manœuvre qui consiste à utiliser 10% de la poussée disponible pendant 15 secondes. 2. Une seconde manœuvre qui consiste à utiliser 40% de la poussée disponible pendant 13 secondes. 3. Une troisième manœuvre qui consiste en un surbrûlage, faisant perdre 12 pieds par seconde au module lunaire en 3 secondes. Remarquez qu'ils ne disent pas à quel pourcentage de la poussée correspond la troisième manœuvre. La connaissance de l'accélération maximale, ou décélération, du moteur permet de vérifier si cette succession de manœuvres permet effectivement d'obtenir la réduction désirée de vitesse de 75 pieds par seconde. Nous appellerons cette accélération maximale AM. 1. La première manœuvre génère une diminution de vitesse égale à AM fois 0,1 fois 15. 2. La seconde manœuvre génère une diminution de vitesse égale à AM fois 0,4 fois 13. La diminution totale de vitesse serait donc égale à AM fois 0,1 fois 15 plus 0,4 fois 13 plus 12 égale AM fois 6,7 plus 12. Mais avons-nous un moyen de connaître l'accélération maximale du moteur, AM? Oui, nous l'avons, car la NASA nous donne les spécifications suivantes du module lunaire. Selon la NASA, le module lunaire avait une masse totale égale à 15 200 kg. Pour les séries H, celles des premières missions, le moteur du module avait une force de 43 900 Newtons, selon la NASA. Donc, le moteur du module lunaire, avec les réservoirs pleins, pouvait fournir une accélération AM égale 43 900 divisé par 15 200 égale 2,888 mètres par seconde au carré égale 9,627 pieds par seconde au carré. Nous pouvons donc maintenant calculer la diminution initiale de vitesse provoquée par la poussée du moteur. Diminution de vitesse égale 9,627 fois 6,7 plus 12 égale 76,5 pieds par seconde. Vous direz que cela ne fait pas une grosse différence avec la réduction de vitesse,
qui doit être appliquée, mais une variation de 1 pied par seconde dans la réduction de vitesse provoque une variation de 1250 mètres à l'autre bout de l'orbite de transfert, et cette variation pourrait faire échouer la descente motorisée. Le brûlage final fait perdre 12 pieds par seconde en 3 secondes au module lunaire. Avec la poussée maximale, le module perdrait 12 pieds par seconde en 12 divisé par 9,627 égale 1,246 secondes. Cela signifie que, dans la troisième manœuvre, pour réduire la vitesse de 12 pieds par seconde en 3 secondes, le module a appliqué une fraction de la poussée égale à 1,246 divisé par 3 égale 0,41, soit 41%. La troisième étape utilise donc le même pourcentage de poussée que la seconde. Finalement, nous voyons que le module lunaire pousse d'abord à 10%, puis à 40% jusqu'à avoir obtenu la réduction désirée de vitesse. Maintenant, pourquoi est-ce que la manière dont la vitesse du module est diminuée n'a pas de sens? Parce qu'elle commence avec une poussée réduite, 10% de la poussée maximale, et finit avec une poussée plus importante, 40% de la poussée maximale. Cela aurait dû être l'inverse, le module aurait dû commencer par pousser fortement, et plus modérément à la fin de la réduction de vitesse, de sorte qu'il puisse ajuster la réduction de vitesse aussi précisément que possible. En effet, une simple variation d'1 pied par seconde au début de l'orbite de transfert provoque une variation de 1250 mètres à l'autre bout de l'orbite de transfert. Les choses auraient donc dû être faites en ordre inverse. Pour vous donner une comparaison, lorsque vous voulez garer une voiture, après que vous soyez presque garé, vous allez lentement pour ajuster votre position aussi bien que possible. Vous ne faites pas l'inverse, vous n'allez pas d'abord lentement, et, lorsque vous êtes presque garé, vous n'allez pas vite pour finir de garer votre voiture. Maintenant, quelle excuse donne-t-il pour commencer d'abord à 10% au lieu de 40%, comme ils auraient logiquement dû le faire? Ils disent que c'est pour ajuster le centre de gravité, ce qui signifie que le guidage aurait essayé de régler le système d'articulation du moteur de sorte que la poussée soit dirigée vers le centre de gravité du module lunaire. Sinon, il y a un couple de désalignement qui apparaît, et ce couple de désalignement fait tourner le module lunaire. Tout au long de la descente, alors que les réservoirs de propergol se vident, il y a un décalage du centre de gravité, et le guidage agit sur le système d'articulation du moteur pour réorienter la poussée vers le centre de gravité. Mais, initialement, le système d'articulation du moteur est pré-réglé de sorte que la poussée soit dirigée vers le centre de gravité alors que les réservoirs sont pleins. Il n'y a donc pas de réglage initial à faire. Le système d'articulation du moteur est censé avoir été pré-réglé de sorte que ce réglage initial ne soit pas nécessaire. Il en va de même pour la fusée Saturne lorsqu'elle décolle. Le système d'articulation des réacteurs est initialement pré-réglé de sorte que la poussée globale soit alignée avec le centre de gravité de la fusée lorsque les réservoirs sont pleins. Alors que la fusée Saturne brûle du carburant, le système d'articulation est continuellement ajusté de sorte que la poussée reste alignée avec le centre de gravité. Si le système d'articulation n'était pas initialement réglé de sorte que la poussée soit alignée avec le centre de gravité, le guidage n'aurait pas le temps de faire ce réglage. Elle serait déséquilibrée et s'écraserait avant d'avoir eu le temps de faire ce réglage. C'est pourquoi, quand, dans le film « In the Shadow of the Moon », les astronautes Buzz Aldrin et Mike Collins disent que, au décollage, ils ont senti la fusée osciller parce que le système d'articulation recherchait le centre de gravité, c'est du bidon total. C'est une plaisanterie que les ingénieurs leur ont suggérée lorsqu'ils étaient dans leur sommeil hypnotique sous le contrôle du programme de manipulation mentale MKUltra.
Le fait que Buzz Aldrin et Michael Collins répètent cette absurdité prouve qu'ils n'étaient pas dans la fusée Saturn lorsqu'elle a décollé, car, s'ils avaient été dans cette fusée, ils n'auraient pas senti ce mouvement oscillatoire dont ils parlent. Maintenant, il montre cette table de descente du module lunaire. Cette table contient plein d'indices qui vont vous être expliqués. Ils décrivent les phases opérationnelles de l'alunissage, commençant par une phase de ralentissement qui permet au module lunaire de perdre la plus grande partie de sa très grande vélocité horizontale. Le module lunaire a en effet une très importante vélocité initiale relativement à la Lune de presque 6000 km/h qu'il doit absolument perdre avant de se poser sur la Lune. Imaginez ce qui arriverait si l'alunissait avec une telle vélocité. Il serait littéralement pulvérisé. Pendant la phase initiale, le module lunaire est orienté horizontalement, car il doit utiliser la poussée de son moteur pour contrer la vélocité horizontale et la faire décroître. Initialement, la force centrifuge permet de contrer l'attraction lunaire, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin d'être contrée. Progressivement, alors que le module perd sa vélocité horizontale, la force centrifuge décroît, ce qui signifie que l'attraction lunaire tend à attirer de plus en plus le module vers la Lune, et faire s'accroître la vitesse verticale. Mais, pendant la phase de freinage initiale, la vélocité verticale reste petite relativement à l'importante vélocité horizontale, et représente seulement environ 1/100 de la vélocité horizontale. Donc, dans cette phase, le module lunaire ignore l'attraction lunaire, et consacre la poussée de son moteur essentiellement à décroître l'importante vélocité horizontale, ce qui signifie qu'il reste horizontal. Après cette phase, il commence de tourner vers une attitude verticale, de manière à commencer de contrer l'attraction lunaire, avant que la vélocité verticale devienne trop importante, modérément d'abord, puis de plus en plus alors que la vélocité horizontale devient de plus en plus petite, pour finir complètement verticale à la fin de la descente. Cette descente est loin d'être aussi facile que certains se l'imaginent, car le module lunaire doit arriver près de la surface lunaire à la fois avec une vitesse verticale et une vitesse horizontale modérée. Si le module lunaire arrive près de la surface lunaire avec une vitesse verticale trop importante, il est sûr de s'écraser sur la surface lunaire, il n'y a pas moyen qu'il puisse s'en sortir. D'un autre côté, si le module lunaire arrive près de la surface lunaire avec une vitesse horizontale trop importante, il est aussi fichu, il n'y a pas moyen qu'il puisse se tirer de cette situation non plus. Ceci montre que cette descente requiert un très bon contrôle, et qu'aucune erreur n'est tolérée dans cette descente. Dans cette table, il montre les colonnes suivantes. La colonne « Event » décrit l'événement courant. La colonne « TFI » indique le temps écoulé entre le début de la descente motorisée et l'événement courant. La colonne « Inertial Velocity » représente en fait la vitesse horizontale du module lunaire, et est indiquée en pieds par seconde. Cette vélocité part de la vitesse orbitale du module lunaire. La colonne « Altitude Rate » est le taux de décroissement de l'altitude, et représente en fait la vitesse verticale du module lunaire. Elle part de 0 à l'orbite de départ, et commence d'abord par augmenter. Lorsque le module lunaire commence de contrer l'attraction lunaire, elle commence alors à décroître. Elle est aussi indiquée en pieds par seconde. La colonne « Altitude » représente l'altitude du module lunaire, c'est-à-dire la distance au sol lunaire, elle est exprimée en pieds. La dernière commande, delta V, le triangle devant le V, est un symbole grec prononcé delta, et est un symbole mathématique, généralement utilisé pour indiquer une différence, représente la différence entre la vitesse que le module lunaire aurait s'il n'avait pas poussé avec son moteur, et la vitesse courante que le module lunaire a. Elle représente en fait la poussée, car c'est la poussée du moteur qui permet d'obtenir cette différence. Dans le document de la NASA, ils disent explicitement que la vélocité pouvait être acquise par le radar Doppler seulement depuis l'altitude de 22 000 pieds. Ceci signifie que le radar Doppler ne permettait d'acquérir que les vélocités qui ont été colorées en vert. Les vélocités qui ont été colorées en rouge n'ont pas pu être acquises par le radar,
car correspondant à une altitude au-dessus de la limite d'acquisition du radar, 22 000 pieds. Mais c'est complètement absurde, car c'est précisément le radar Doppler qui permet d'acquérir ces vitesses. Le radar Doppler n'est pas utilisé à partir d'une altitude donnée, il est utilisé dès que le signal revient. Et, concernant le radar d'altitude, ils disent qu'il n'était pris en compte qu'à partir de l'altitude de 39 000 pieds. Ceci signifie que le radar pouvait seulement acquérir les altitudes qui ont été colorées en vert, et non celles qui ont été colorées en rouge. Mais, à nouveau, c'est absurde, car c'est précisément le radar d'altitude qui permet d'obtenir l'altitude. En réalité, le radar d'altitude est utilisé dès que le signal revient, et non depuis une altitude donnée. Pour la vérification suivante de la table, quelques explications sont nécessaires. Lorsqu'un véhicule roule à une vitesse constante v sur une distance d, et pendant un temps t, nous avons la relation d égale v fois t. Et, lorsqu'un véhicule commence à rouler sur une distance d, avec une vitesse v1, accélère régulièrement, et est à une vitesse v2 à la fin de cette distance, en roulant pendant un temps t, nous avons les relations d supérieur à v1 fois t, et d inférieur à v2 fois t. Si l'une de ces relations n'est pas respectée, nous avons une situation anormale. Entre les événements qui ont été colorés en bleu, rotate to Windows Up Position, et vert, et l'air, Altitude Update, il y a une différence de temps égale à 4 minutes 18, moins 2 minutes 56 égale 82 secondes. Au premier de ces deux événements, la vitesse verticale est indiquée comme moins 50. Au second de ces deux événements, la vitesse verticale est indiquée comme moins 89. Cela signifie que la vitesse verticale est comprise entre 50 et 89 pieds par seconde entre ces deux événements. La perte minimale d'altitude est donc égale à 82 fois 50 égale 4100 pieds, et la perte maximale d'altitude est égale à 82 fois 89 égale 7298 pieds. Maintenant la différence d'altitude entre ces deux événements est égale à 44 934 moins 39 201 égale 5733 pieds. 5733 est compris entre le minimum, 4100, et le maximum, 7298, que nous avons calculé à partir de la vitesse verticale. Nous avons donc ici une cohérence. Si on vous a montré une situation normale, c'est pour vous en montrer une qui est moins normale, plus embarrassante. Entre les deux événements qui ont été colorés en bleu, et l'air, Altitude Update, et en vert, Throttle Recovery, il y a une différence de temps égale à 6 minutes 24, moins 4 minutes 18 égale 126 secondes. Au premier de ces deux événements, la vitesse verticale est indiquée comme moins 89. Au second de ces deux événements, la vitesse verticale est indiquée comme moins 106. Cela signifie que la vitesse verticale est comprise entre 89 et 106 pieds par seconde entre ces deux événements. La perte minimale d'altitude est donc égale à 89 fois 126 égale 11 214 pieds, et la perte maximale d'altitude est égale à 106 fois 126 égale 13 356 pieds. Maintenant la différence d'altitude entre ces deux événements est égale à 39 201 moins 24 639 égale 14 562 pieds. La différence effective d'altitude est donc plus grande que la perte maximale d'altitude, 13 356 pieds, obtenue à partir de la vitesse verticale. Nous avons donc ici une incohérence claire, une situation qui est absolument impossible. Ceci est un autre indice que cette table ne montre pas une descente normale. Nous allons maintenant nous intéresser à la dernière colonne, le delta V. Comme déjà dit, le delta V représente la différence entre la vitesse que le module lunaire aurait eue s'il n'avait pas poussé, et la vitesse courante, et il représente la poussée. De manière à pouvoir vérifier si le delta V qui est indiqué dans la dernière colonne est normal, nous devons savoir comment le calculer. Le delta V est une combinaison d'un delta V horizontal et un delta V vertical. S'il n'y avait pas de poussée, le module lunaire garderait sa vitesse orbitale.
Le delta V horizontal est donc la différence entre la vitesse orbitale et la vitesse horizontale courante. Concernant la vitesse verticale, s'il n'y avait pas de poussée, le module lunaire aurait une accélération égale à la constante de gravité lunaire, G égale 1,622, ce qui signifie que, après un intervalle de temps t, la vitesse verticale serait égale à la constante de gravité lunaire multipliée par le temps t. Il y a une division par 0,3 pour convertir cette vitesse en pieds par seconde. La vitesse verticale courante est soustraite à cette valeur calculée pour obtenir le delta V vertical. Le delta V est ensuite calculé comme la racine carrée de la somme des carrés des delta V horizontal et vertical, selon le théorème de Pythagore. Maintenant que nous savons comment calculer le delta V, nous allons le calculer à l'événement I get. La vitesse courante horizontale est de 506 pieds par seconde. Le temps courant indiqué est 8 minutes 26 égale 506 secondes, et la vitesse verticale courante, altitude traite, est 145 pieds par seconde. Le delta V horizontal est égal à delta VH égale 5560 moins 506 égale 5054 pieds par seconde. Et le delta V vertical est égal à delta VV égale 1,622 fois 506 divisé par 0,3 moins 145 égale 2590 pieds par seconde. Nous pouvons maintenant calculer le delta V égale racine carrée de 5054 au carré plus 2590 au carré égale 5679 pieds par seconde. Mais, dans la table de descente, le delta V courant est indiqué comme 5375 pieds par seconde seulement. Cela fait une différence de plus de 300 pieds par seconde. Cela signifie que la poussée qui a été appliquée par le moteur du module lunaire n'est pas suffisante pour obtenir les vitesses indiquées dans la table pour cet événement. Il doit y avoir une mystérieuse force cachée qui a aidé le module lunaire à réduire cette vitesse. Que peut être cette force mystérieuse? Parions que c'est la main de Mickey qui a été très serviable. Prenons maintenant l'événement, le get. La vitesse courante horizontale est 68 pieds par seconde, c'est le nombre entre parenthèses. L'autre est annoncé comme étant relative à la surface lunaire. Le temps courant indiqué est 10 minutes 26 égale 626 secondes, et la vitesse verticale courante, altitude traite, est 16 pieds par seconde. Le delta V horizontal est égal à delta VH égale 5560 moins 68 égale 5492 pieds par seconde. Et le delta V vertical est égal à delta VV égale 1,622 fois 626 divisé par 0,3 moins 16 égale 3368 pieds par seconde. Nous pouvons maintenant calculer le delta V égale racine carrée de 5492 au carré plus 3368 au carré égale 6442 pieds par seconde. Mais le delta V courant est indiqué comme 6176 pieds par seconde seulement. Cela fait une différence de 266 pieds par seconde. C'est moins que la différence précédente, mais c'est encore relativement important, plus que 200 pieds par seconde. Une fois de plus, la poussée qui a été appliquée par le moteur du module n'est pas suffisante pour obtenir les vitesses indiquées dans la table à cet événement. Donc, une fois de plus, il doit y avoir une mystérieuse force cachée qui a aidé le module lunaire à réduire sa vitesse. Parions à nouveau que c'est la main de Mickey qui a été très serviable. Maintenant, prenons le dernier événement, Touchdown. La vitesse horizontale courante est 0 pieds par seconde, le nombre entre parenthèses. Le temps courant indiqué est 11 minutes 54 égale 714 secondes, et la vitesse verticale courante est 3 pieds par seconde. Le delta V horizontal est donc égal à delta VH égale 5560 pieds par seconde. Et le delta V vertical est égal à delta VV égale 1,622 fois 714 divisé par 0,3 moins 3 égale 3857 pieds par seconde. Nous pouvons maintenant calculer le delta V égale racine carrée de 5560 au carré plus 3857 au carré égale 6766 pieds par seconde.
Mais cette fois, le delta V indiqué est très proche du delta V théorique, et même légèrement supérieur au lieu d'être nettement plus petit, comme dans les événements précédents, plus petit de plus de 200 pieds par seconde, car il est égal à 6775 pieds par seconde. Donc, cette fois, la poussée a été suffisante pour obtenir les vitesses indiquées. Mickey n'a pas eu besoin d'aider le module lunaire cette fois. Alors, que s'est-il passé? Comment se fait-il que le delta V puisse être aussi proche du delta V théorique alors que les valeurs précédentes du delta V étaient nettement plus petites que le delta V théorique? En fait, la réponse est donnée dans le document. Ils disent ceci. En ajout, 85 pieds par seconde sont ajoutés pour assurer 2 minutes de vol dans l'alunissage. Également, une poussée équivalente à 85 pieds par seconde est ajoutée dans la phase d'approche de manière à éviter de grands cratères, de diamètre de 1000 à 2000 pieds, dans la zone d'alunissage. Ceci est hautement hilarant, car le guidage fait des calculs précis, et ne fait pas de telles suppositions. Il n'augmente pas artificiellement la poussée calculée juste, au cas où il y aurait des cratères éventuels. Ceci est un gag, et un indice de plus que la table de descente est insensée. Pour le dernier indice, quelques explications sont nécessaires. Alors que la Lune tourne autour de la Terre, elle tourne aussi sur elle-même lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à toujours montrer sa même face à la Terre, comme cette animation simplifiée le montre. La dernière vitesse horizontale indiquée correspond précisément à la vitesse de déplacement de la surface lunaire. Elle est indiquée négativement, car le module lunaire alunit en direction opposée de la rotation de la Lune. Si la vitesse indiquée était absolue, comme le sont les vitesses précédentes, cela signifierait que la surface lunaire et le module lunaire se déplaceraient de manière synchrone l'un avec l'autre, et cela signifierait donc que le module lunaire est stationnaire relativement à la surface lunaire. Et le module lunaire doit absolument être stationnaire relativement à la surface lunaire quand il alunit, car, s'il bouge latéralement relativement à celle-ci, il est pratiquement sûr de se renverser lorsqu'il touche le sol lunaire, car il n'a pas de roue, et la surface du sol lunaire est inégale. Et voilà qu'arrive le gag final, il y a une annotation qui dit que la dernière vitesse horizontale, ainsi que la précédente, n'est plus absolue comme l'étaient les vitesses précédentes de la table, mais est maintenant relative à la surface lunaire. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, au lieu de se déplacer de manière synchrone avec la surface lunaire, comme il l'aurait fait si la vitesse indiquée était restée absolue, il a maintenant une vitesse latérale relativement à la surface lunaire, qui est égale à la vitesse de déplacement de la surface lunaire. Cette vitesse n'est peut-être pas importante, 15 pieds par seconde, soit 16 km par heure, mais, à ce moment, le module lunaire est à 4 mètres du sol lunaire, et descend à 1 mètre par seconde, ce qui signifie qu'il touchera le sol lunaire dans 4 secondes, et il n'a pas le temps dans ces 4 secondes d'annuler cette vitesse avec les réacteurs latéraux, qui sont bien moins puissants que le moteur principal. Nous pouvons donc craindre que le pauvre module lunaire va se renverser à l'alunissage. Mais Houston va pouvoir traiter ce problème en envoyant un dépannage de secours par service express. Cette grue sera capable de remettre le module lunaire sur ses pieds. Sérieusement, la démonstration a été faite que ce document n'est rien d'autre qu'un ramassis de gags. Ces gags sont simplement une manière que les ingénieurs utilisent pour nous faire comprendre que cette descente n'est jamais arrivée, et que le module lunaire ne s'est jamais posé sur la Lune.